Émotion à la une, le rendez-vous incontournable de l'information. Émotion à la une donne la parole aux personnalités politiques et aux responsables des institutions économiques et sociales de notre région. Émotion à la une, des réponses à toutes les questions qui touchent la Côte d'Azur. Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Xavier Garcia. Bonjour Xavier Garcia. Bonjour Olivier Biscay. Vous êtes porte-parole du PS 06. On va beaucoup parler de la rentrée politique, de la rentrée scolaire. Mais avant de démarrer, une première question sur cette bombe, j'ai envie de dire, ce livre de Valérie Trierweiler, sorti ce matin, jeudi, et qui met en miettes François Hollande et l'image présidentielle. Xavier Garcia, vous êtes un militant socialiste de longue date. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un malaise évidemment devant ce déballage un peu écœurant d'ailleurs de la vie privée. Un malaise aussi devant le déferlement médiatique un peu complaisant. Puisque c'est une affaire quand même qui relève du privé. Je pense que personne ne serait fier d'avoir un livre de son ex-femme et n'en sortirait grandi. C'est pas qu'un livre privé quand même. C'est pas qu'un livre privé. Politique, c'est un portrait du président. Effectivement, mais c'est un portrait à charge. Et pour connaître François Hollande, parce que c'est un habitué de la région, j'ai vu passer beaucoup de responsables socialistes. Certains, je dois vous dire, ont des petits côtés marquis. Et François Hollande est de loin le plus simple, le plus généreux, le plus affable avec les gens, quels qu'ils soient, de quelque milieu qu'ils soient. Donc vous ne vous retrouvez pas dans le portrait qui est rédigé ? Absolument pas. Et tous les militants socialistes, tous les gens qui le connaissent très bien, Patrick Allemand, Marc Donis, pourront vous confirmer que c'est l'homme le plus simple qui soit, et dans un milieu politique qui ne l'est pas toujours d'ailleurs. Alors vous êtes, je le disais, militant socialiste depuis longtemps, vous êtes aux côtés des militants. Comment ça réagit en ce moment ? Est-ce que les gens sont tristes, écœurés, déçus ? Est-ce qu'il y a encore une famille socialiste ? Oui, et je dirais même qu'elle se resserre. On a eu un conseil fédéral hier pour évoquer les états généraux qui vont être lancés. Et il y a un resserrement, au contraire, de la famille socialiste. Alors, je dois vous dire que tout n'est pas facile. Il y a une fuite des militants qui n'est pas à nier, qui a été soulignée à La Rochelle, qui est moins importante d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes qu'ailleurs. Mais il y a un resserrement autour de ces difficultés, parce qu'il ne faut pas les cacher. La période qu'on vit est extrêmement difficile pour le pays, et puis difficile pour le Parti socialiste, où on a eu une rentrée politique qui, il ne faut pas le cacher, on pouvait difficilement faire pire. Alors, vous l'avez dit, il y a le livre, il y a le remaniement, la semaine dernière, il y a ce groupe de frondeurs qui est en train de s'organiser. Si Hollande était là, si François Hollande, si le président de la République était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui demanderiez de changer ? Je lui demanderais au contraire de tenir le cap et de continuer comme cela, parce que je pense que le cap qui est pris est le bon, qu'il ne faut pas en dévier, malgré des gens qui, chez nous, en tout cas à gauche, ont des états d'âme, mais je crois que ces gens-là ont un problème tout simplement avec le pouvoir. Il faut le dire, au sein du Parti socialiste, au sein de la gauche, il y a toujours eu un tourment vis-à-vis de l'exercice du pouvoir, ou alors on voudrait l'exercer en apesanteur de la réalité, on voudrait l'exercer en apesanteur de la dette, en apesanteur de nos engagements européens, en apesanteur de notre appareil productif qui est obsolète, qui n'est plus compétitif. Et ces problèmes, François Hollande a décidé de s'y attaquer. Et je ne me retrouve pas non plus dans le portrait qui est fait de François Hollande où il aurait fait des promesses inconsidérées pendant la campagne. C'est absolument pas vrai. Il y avait un slogan qui effectivement évoquait le changement. Mais la compétitivité, il en avait parlé, la dette, il en avait beaucoup parlé, et puis sa priorité qui était la jeunesse a été respectée puisque l'école a été réformée et ses moyens ont évolué considérablement. Alors ça veut dire quoi ? Pour que je comprenne bien et que les auditeurs comprennent bien, vous ne faites pas partie du groupe des frondeurs qui demandent des réformes plus à gauche que celles qui ont lieu en ce moment ? Absolument pas. Et puis je ne considère pas que les réformes qu'ils demandent sont plus à gauche. Parce que voyez-vous, une relance par la consommation, tous les socialistes sont pour. À la base, moi je suis un keynésien, donc ça veut dire qu'on aimerait que les gens consomment plus pour faire repartir l'appareil économique. Mais dans l'état actuel de notre appareil productif, de nos entreprises qui ne sont plus compétitives, les Français feraient comment en 1980, ils achèteraient des produits étrangers. Donc ça ne servirait à rien de relancer la consommation en Allemagne et en Chine, je serais ravi pour eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est relancer la croissance en France. Et la voie qui a été prise par François Hollande est la bonne. Et puis je dois dire aussi que du pouvoir d'achat est redonné en cette rentrée aux familles les plus modestes, puisque 9 millions de contribuables vont avoir leur feuille d'impôt baissée. Comment il peut tenir ? Parce que là, on n'est pas à la fin du mandat, il reste 2 ans et demi. Comment peut-il tenir dans cette ambiance ? Est-ce qu'il doit dissoudre l'Assemblée nationale ? Non, je ne le crois pas. Il a été élu pour 5 ans. Il faut tenir. Je pense que ça rajouterait le chaos à un contexte politique qui est extrêmement désordonné et qu'il faut que le président montre le cap. Et si quelqu'un peut le faire, c'est lui.
C'est quelqu'un d'extrêmement résistant qui a connu des difficultés politiques bien avant d'être président de la République. On sait qu'il a effectué une traversée du désert avant de devenir président. Il était à 3% dans les sondages un an avant d'avoir été élu. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement obstiné, résistant, et je lui fais entièrement confiance pour tenir le cap. Et puis pour réussir ce quinquennat, parce que on en a d'autant plus besoin, non seulement pour la gauche, pour le pays, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la menace qui se profile, c'est pas une alternance à droite comme on la connaît, c'est une alternance avec le Front National. Et ça fait extrêmement peur. Est-ce qu'il fallait débarquer Arnaud Montebourg ? Oui, malheureusement, je le pense. Je pense qu'Arnaud Montebourg a été un excellent ministre. Il a d'ailleurs compris les contraintes des entreprises. Il a relancé la marque Made in France. C'était très important, ce patriotisme économique qu'il portait, qu'il incarnait, je dirais même. Mais ce qu'il a fait à Frangy est totalement inconcevable. Un ministre de l'économie qui critique la politique d'économie de la France, c'est pas faisable. Et sur la forme, la façon dont il a interpellé le président de la République n'est pas acceptable. Il fallait cet acte d'autorité et puis de la cohérence politique, tout simplement. Alors, au sein de votre fédération, dans les Alpes-Maritimes, vous n'êtes pas nombreux à tenir cette ligne. On voit qu'il y a des leaders qui soutiennent les projets d'Arnaud Montebourg. Comment on compose dans le département une famille aussi hétéroclite ? Alors d'abord, on débat entre nous, comme on l'a fait hier dans notre conseil fédéral, où il y a eu effectivement des états d'âme exprimés, mais d'ailleurs je ne crois pas que les frondeurs dans la fédération soient majoritaires, loin de là. On l'a vérifié encore hier. Et puis, à part ça, moi, ce que je leur dirais, c'est qu'on peut débattre de tout entre nous. C'est pas un problème, pas de tabou. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait le gouvernement, je vous rassure. Hein. Je ne suis pas un béni oui-oui. Il y a des choses qui peuvent me choquer ça et là. Mais lorsqu'une ligne est décidée par la majorité, il faut la tenir. Or, dans ce parti, depuis le référendum de 2005, il n'y a plus aucune ligne politique qui est respectée. En 2005, on a vu des gens faire campagne pour le non alors que le parti avait dit oui. En 2007, notre candidate a été remise en cause. Et aujourd'hui, c'est les primaires même, encore hier, je l'ai entendu, les primaires même, la légitimité des primaires qui est remise en cause. Ce n'est pas possible de toujours remettre en cause la ligne politique d'un parti politique lorsqu'elle a été décidée à la majorité. Donc c'est ce que je dis simplement aux frondeurs. Et après, entre nous, on peut débattre de tout. Alors il y a la ligne, il y a le leader, il y a le projet. Et ça, c'est un travail sur lequel vous travaillez beaucoup, je crois, en interne. Vous allez lancer des états généraux, hein, c'est Absolument. On travaille d'ailleurs sur deux niveaux, en cette rentrée, puisque effectivement, Jean-Christophe Cambadélis a lancé des états généraux où il s'agit de faire un travail peut-être qui n'a jamais été effectué par le parti, c'est de faire une clarification idéologique. Parce que entre le socialisme traditionnel et la social-démocratie, que moi personnellement je porte, il faut un jour faire un choix clair et montrer aux Français ce que nous sommes. On ne l'a pas toujours fait, ces états généraux peuvent permettre de clarifier. Et puis j'ai engagé personnellement, à la demande de Patrick Allemand, une rénovation de la fédération pour porter de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de nouveaux moyens de communiquer pour s'adapter aussi à un département qui est très difficile. Alors, vous nous avez dit il y a quelques secondes que vous ne souteniez pas toutes les réformes du gouvernement. Est-ce que celle sur les rythmes scolaires, vous la soutenez alors que les parents sont vent debout ? Absolument, et je suis parent d'élèves, moi, et donc je la soutiens depuis le début, simplement parce que les réformes ne sont pas faites pour les parents d'élèves, elles ne sont pas faites pour les professeurs, elles sont faites pour les enfants. Et cette réforme est une très bonne chose pour les enfants. Dites-nous pourquoi, parce que les parents ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Simplement... Beaucoup de parents en tout cas. Il faut simplement regarder ce qui se fait dans les autres pays qui ont de meilleurs résultats scolaires que nous. Ils ont 30 jours de classe en plus. Ils ont des journées plus légères. Simplement parce qu'un enfant de 7-8 ans ne peut pas apprendre pendant 6 heures par jour. Donc il s'agit d'alléger les journées et d'en faire plus, simplement. Parce qu'on a 30 jours de moins, encore une fois, qu'ailleurs. Et c'est sur ce principe aussi simple que ça. Alors évidemment, c'est difficile de s'adapter. Pour nous aussi, ma femme prenait le mercredi. Tous les parents sont dans ce cas-là. On s'était adaptés. Mais je vous fais le pari que si dans 5-6 ans, un gouvernement voudrait revenir sur cette réforme scolaire, les parents seraient vent debout parce que simplement ils s'étaient adaptés. Mais encore une fois, les parents ne sont pas prioritaires lorsqu'il s'agit d'éducation nationale, ce sont les enfants. Hier, David Lisnard, maire de Cannes, indiquait que cette réforme avait été mise en place sans la moindre concertation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument pas. Il y a eu 2 ans de concertation. Tout a été fait. Benoît Hamon a mené encore des concertations depuis le printemps pour que les choses se passent bien, pour accorder des dérogations aux communes qui le souhaitaient, pour que la réforme soit la plus souple possible. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut faire des réformes, il faut arrêter de discuter et mettre en place, parce que sinon ça aurait pu durer 5 ans. Est-ce que vous comprenez le boycott de certains parents à Isola 2000, à l'école Saint-Roch hier matin ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous condamnez ? Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents ? Non, je dis que ces parents sont manipulés par des élus qui souhaitent faire des coups politiques
sur le dos de l'éducation des enfants. Je pense notamment à Christian Estrosi, qui a joué le pourrissement de la réforme jusqu'au bout, qui n'a rien préparé et qui, au bout du compte, raquette les parents parce qu'il n'a pas d'autre mot. 15 € par mois et par enfant. Il est revenu sur ce tarif. Il est revenu en partie pour les familles les plus modestes. 7,50 € en fonction du quotient familial. Hein. Mais quand même, il faut rester sérieux. Dans 26 grandes villes sur 32, il y a la gratuité intégrale sans augmentation d'impôts, puisque c'est l'argument de Christian Estrosi. Et dans les 6 autres villes, le tarif est modique, c'est-à-dire qu'il part de 75 centimes d'euros. Et à Nice, c'est 15 € par enfant et par famille. Enfin, c'est complètement indigne. Alors, on rappelle que vous étiez beaucoup mobilisé tout au long de l'été avec Patrick Allemand. Vous continuez d'ailleurs pour demander la gratuité. Je serai moi-même à la sortie d'école Pasteur cet après-midi, Patrick Allemand aussi. Nous sommes tous les jours sortis d'école et je dois vous dire que une pétition faite signer par des socialistes n'a jamais aussi bien marché. Elle a recueilli combien de signatures, vous savez déjà ? Pour l'instant, on est à près de 2000. Et si on était encore plus sur le terrain, je pense tous les parents signent. On a essuyé 3 refus en 4 jours. Donc vous voyez que c'est très peu. Les parents sont vent debout. Alors ils sont pas tous pour la réforme, hein, je dois vous le concéder. Mais par contre, ils trouvent ça indigne que le maire ait fait un coup politique comme ça en faisant payer les parents pour une réforme qu'ils ne souhaitaient pas. Alors pour financer la réforme, c'est anecdotique, mais il a décidé de vendre la résidence de la rectrice qui devrait rapporter près de 3 millions d'euros. Ça vous fait sourire ? Non, ça me fait... Ça vous navre ? Les deux, parce que ceux qui connaissent un peu les finances locales savent qu'on ne vend pas un bien pour financer le fonctionnement. Vous n'allez pas vendre votre appartement pour financer vos achats de nourriture, vos vacances. Vous achetez un appartement pour acheter un autre appartement. Si le deal avec la rectrice n'était pas conforme aux intérêts de la ville, il faut le modifier. Mais vendre les bijoux de famille n'est pas une solution. Je pense qu'il y a d'autres économies à faire sur le tramway, en ce qui concerne l'investissement, et puis les dépenses de communication de Christian Estrosi qui ont augmenté de 80% par rapport aux celles de Jacques Perrat. Alors sur le tram, une parfaite transition, les travaux vont démarrer assez officiellement dès la semaine prochaine. Vous poursuivez votre combat contre la ligne 2 et notamment le tunnel. Alors moi je suis un républicain, c'est-à-dire que je considère que ce tunnel est contre l'intérêt des Niçois, que le port n'est pas demandeur, que ça coûte extrêmement cher et que ça amène Christian Estrosi à faire payer par exemple les parents d'élèves et à ne pas assez investir dans les écoles. Mais ce débat, à mon sens, a été tranché au municipal, puisque Christian Estrosi a porté ce projet, on a porté un projet alternatif, nous avons perdu, donc nous n'avons plus maintenant à contester, mais personne ne pourra dire... dans quelques années que l'on n'avait pas prévenu. Alors, l'opposition niçoise, par qui est-elle encore incarnée ? Quel dossier va-t-elle défendre ? Quel sera son rôle dans les prochaines semaines ? Un prochain conseil municipal a d'ailleurs lieu dans 15 jours. Eh bien, écoutez, l'opposition municipale, elle est toujours portée par Patrick Allemand, président du groupe, avec les élus socialistes, écologistes, radicaux qui ont été élus avec lui. Le groupe est resserré, mais ça peut donner aussi plus de cohésion. Et d'ailleurs, cette rentrée, on est parti sur des chapeaux de roue, non seulement le parti, mais tous les élus municipaux qui sont sur le terrain pour combattre la non-gratuité des temps d'accueil éducatif. Et c'est le combat que nous portons cette rentrée qui sera porté au prochain conseil municipal. Très bien. Une dernière question, Xavier Garcia. Vous êtes le porte-parole du PS 06. Vous avez forcément un regard sur la candidature de Christian Estrosi à la primaire UMP, quand même. Oui, j'ai un regard amusé, puisqu'il avait promis pendant la campagne, c'était il y a quelques mois, c'était pas il y a quelques années. C'était au mois de mars, en effet. Exactement, qu'il se consacrerait à 100% en niçois. Je ne sais pas comment on peut se consacrer à 100% en niçois lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle. Mais enfin, il nous expliquera, il est très fort pour ça. Vous ne seriez pas fier il était élu président de la République ? Ah non, pas du tout. Pourquoi ? Non, pas du tout, parce que... pour la ville de Nice, quand même, non ? Avoir un président pour la ville de Nice, ça peut être une fierté, mais je pense avant tout aux intérêts de la France, avant ceux de la fierté des Niçois. Et je pense que ce serait une catastrophe pour la France, parce que Christian Estrosi a montré à l'industrie les limites qui étaient les siennes sur les dossiers nationaux. Et je considère qu'il a des limites aussi sur les dossiers locaux. On vient de l'évoquer. Merci Xavier Garcia. Vous êtes le porte-parole du PS 06 et vous étiez l'invité de Radio Émotion sur Émotion la Une. À la semaine prochaine. Très bonne journée. Merci. Émotion et Nice Matin au cœur